Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle manifestation du cercle WB, winebusiness.club. Notre conférence du jour est parrainée par Atlantic Financial Group et elle a pour thème développement, cession et réinvestissement, les meilleures pratiques de la gestion institutionnelle applicables aux entrepreneurs. Pour en débattre comme chaque mois, 4 des plus grands experts mondiaux encore vivants et en pleine forme. Julien Duniag, Pascal Legros, Jean-Louis Mercier, Fabien Evasian. Et nous commençons par retrouver Julien Duniag pour une présentation de Atlantic Financial Group. Atlantic est une société d'investissement composée aujourd'hui d'environ 60 employés. Vous en avez 4 devant vous et un peu plus dans l'assistance, représentant différents métiers. Donc, par exemple, avec Fabien, on a l'immobilier. Jean-Louis représente l'asset management et l'agriculture en particulier. Puis Pascal, le private equity. Notre métier est d'accompagner les clients institutionnels, donc les banques, les assurances, les clients dits professionnels de l'investissement, donc tout ce qui est CGP, tiers gérant, cabinet de conseil, mais également les entrepreneurs qui ont une très grande place dans notre métier, ainsi que les clients privés plus traditionnels. Nous-mêmes avons un esprit d'entrepreneur assez marqué. Le groupe est récent, hein. Alors le groupe a une petite dizaine d'années. On est né en 2014 jusqu'en 2010. Donc Isabelle qui a participé avec Nicolas à la création du groupe. Quand j'ai rejoint le groupe, on était 6, Isabelle, en 2017. Et depuis, on a connu une croissance digne d'un entrepreneur en pleine forme, à la différence de ce que j'ai aujourd'hui. Mais on est aujourd'hui 60. Donc voilà, on gère de la croissance et dans des métiers différents et dans plusieurs pays. Parce qu'on est basé en France, en Suisse, en Espagne, au Luxembourg et à Monaco, parce que c'est pas la France. Ne jamais oublier Monaco, c'est important. Oui, c'est pas la France surtout. Alors, société donc financière qui comprend les entreprises. Alors, comment vous accompagnez les entreprises et les entrepreneurs ? Alors souvent, quand on dit société de gestion, société d'investissement, on pense, et c'est ce que font la plupart de nos concurrents ou les banques privées, c'est qu'elles vont accompagner les entrepreneurs à la sortie de leur investissement. Nous, on a pris le contre-pied de cette partie. On pense qu'il y a beaucoup de valeur à apporter aux entrepreneurs, que ce soit avant la création de l'entreprise, pendant la gestion de leur entreprise ou à la cession, et puis surtout après la cession. Donc on a différents experts qui peuvent intervenir à différents moments de la vie du partenaire, avec des solutions qui sont là aussi différentes et qui vont être fonction du besoin du moment. Donc l'entrepreneur et l'entreprise sont accompagnés avec les différentes étapes qu'on peut trouver dans la vie ? Oui, tout à fait. Par exemple, Pascal en parlera juste après, mais on peut avoir un entrepreneur qui cherche à racheter une entreprise. Donc là, on sait très bien les accompagner, cibler le type d'entreprise qu'il pourrait acquérir, les accompagner dans le montage du financement. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Pendant la vie de l'entreprise, on va les aider à gérer leur trésorerie. Donc soit la trésorerie de l'entreprise ou la trésorerie de l'entrepreneur lui-même. On sait par exemple que beaucoup d'entrepreneurs sont à 100%, voire à 200% dans leur société, parfois endettés. Ils ont du mal à en extraire de la liquidité. Donc on est également capable de les aider à liquéfier, si je peux utiliser ce mot, une partie de leur entreprise sans avoir à céder de part, en travaillant avec des partenaires bancaires et en organisant cela de façon tout à fait optimale. La trésorerie, qu'est-ce que tu apportes de plus par rapport aux petits copains concurrents ? Pourquoi est-ce que toutes les 1100 boîtes du club doivent demain matin se diriger vers au bureau dès 8h du matin ? Non, alors la gestion de la trésorerie, c'est un vrai sujet d'efficacité, de rentabilité. Pendant des années, jusqu'à il y a peu de temps, on a eu beaucoup de questions sur comment éviter les taux négatifs. Donc c'est moins le cas aujourd'hui, mais ceci n'empêche pas qu'il y a encore des solutions différentes de ce qui est proposé par les banques. En général, c'est comme pour un client privé en France. La plupart du temps, on vous offre un livret A, et puis en France, c'est à peu près tout ce qu'on vous propose. Chez les entreprises, très régulièrement, l'offre s'arrête à des dépôts à terme. On peut faire beaucoup plus. Je vous dire un exemple, on a été capable de faire pour certains de nos partenaires des obligations sur mesure qui n'existaient pas dans le marché. On les a fabriquées précisément pour eux, avec des taux qui étaient positifs à l'époque, en dépit des taux négatifs de la Banque Centrale Européenne. On est capable de les aider à gérer le risque de devises, par exemple. Lorsque vous importez des matières premières en dollars et que vous êtes basé en euros,
Vous pouvez mettre en place des programmes qui visent à vous protéger contre les fluctuations des devises. Pareil sur les taux d'intérêt. Donc on a toute une gamme qu'on va mettre en place en fonction du besoin, encore une fois, de l'entrepreneur. Dans la salle, on a essentiellement, en tout cas au sein du club, des patrons de PME, ETI. On a ici quelques grands comptes. Comment tu comprends? Qu'est-ce que tu leur dis à un patron de PME, ETI, et pourquoi est-ce qu'ils ont envie de bosser avec toi? Alors là, j'ai pas de réponse à donner, unanime à toutes les personnes. La façon dont on travaille, nous, c'est sur la base d'un diagnostic. Donc on a besoin de comprendre quels sont les besoins de l'entrepreneur au moment où on les rencontre. Donc notre métier, il est basé sur l'écoute et sur la compréhension que l'on a de cette écoute. Et à partir de là, on va être capable de mettre sur pied des solutions qui sont sur mesure. Ce qu'on propose à ces entrepreneurs, c'est effectivement une garantie de la compréhension de leurs besoins. Une équipe d'experts qui va vraiment travailler sur l'ensemble des sujets. Je regarde Fabien, par exemple, c'est pas toujours évident de gérer son parc immobilier quand on est entrepreneur. Je l'achète, je le loue. Et là, je pense que quelqu'un comme Fabien, qui a l'habitude de traiter ces questions-là pour des grands groupes européens, mais ça fait du sens pour le faire aussi pour des ETI, ça apporte de la valeur dans le quotidien et dans la gestion saine et durable d'une entreprise. Merci Julien, on va te retrouver tout à l'heure. Pascal, vivre avec un fonds, c'est la crise cardiaque tous les jours, ou alors on peut avoir une vraie pérennité en se disant je suis heureux de venir travailler, même quand j'ai un fonds dans le capital? Alors, les deux existent, hein, mais c'est effectivement un autre monde. Pour un manager, nous, c'est ce qu'on cherche à maîtriser finalement, c'est partir du manager, puisqu'on est plutôt orienté sur des entreprises qui sont small cap, donc des valorisations inférieures à 50 millions d'euros. L'important, c'est d'être accompagné pour découvrir ou pour anticiper en tout cas les règles de ce monde, que ce soit sur les aspects juridiques, financiers ou de la gouvernance par exemple. Donc c'est vraiment ce qu'on va essayer d'apporter, ce que disait Julien sur le côté entrepreneur, c'est travailler en confiance sur un projet, sur les horizons de liquidité, le projet de vie du dirigeant, et pour ça, effectivement, il faut passer du temps avec le manager. Donc la méthode, c'est quoi? Comment tu accompagnes un dirigeant, un entrepreneur? Alors on a créé Atlantic M&A spécifiquement pour ça, on passe du temps avec lui, c'est-à-dire c'est pas comme si on fait un recrutement d'une personne ou d'un cadre qu'on voit une fois, 2 fois, 3 fois maximum selon les process. Là, on va passer 3 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. On va le voir toutes les semaines, on va l'avoir au téléphone. On va le voir dans des situations difficiles, dans des situations plus faciles pour voir comment il réagit et voir si finalement l'adéquation homme-projet peut fonctionner. Avec nous d'une part, puisqu'on va l'accompagner et on sera plus tard, selon les clubs deals, actionnaire à ses côtés. Donc effectivement, il faut que le mariage fonctionne bien. Et puis, il faut que l'ADN de l'entreprise et son savoir-faire matchent bien ensemble. Et c'est pour ça qu'un tiers des opérations de MBI, ce qu'on appelle MBI, Management Buy-in, c'est-à-dire la reprise d'une entreprise par un manager extérieur, se solde par des échecs parce qu'on ne prend pas suffisamment le temps de choisir le manager, puisque ces entreprises fonctionnent bien, elles sont rentables, elles sont en croissance, il n'y a pas de problème de marché, sauf exception. Et donc, quand ça ne marche pas, c'est à cause du manager, et quand ça marche, c'est à cause du manager. Et ce que vous apportez aussi, c'est, Julien, il faisait référence aussi à un groupe d'experts à la disposition également des entrepreneurs, et aussi un réseau. Le networking, c'est quand même juste très important aussi. Alors effectivement, la raison pour laquelle on a aussi un taux de transformation important, c'est parce que moi-même et l'ensemble de l'équipe ont été des entrepreneurs, ont vendu leur entreprise, donc il y a une proximité, une complicité, une connaissance qu'on va avoir avec les dirigeants. On n'est pas uniquement des financiers, ça c'est aussi important. Et ensuite, les synergies avec le groupe, effectivement, elles sont importantes. L'idée, c'est vraiment cette notion de plateforme en fait, de services financiers, de banque d'affaires à l'ancienne, où on va partir du dirigeant, lui permettre de créer de la valeur en investissant à ses côtés, puis ensuite trouver des solutions pour son immobilier, trouver des solutions pour sa trésorerie, trouver des solutions ensuite quand il fait du cash out, de telle sorte de conserver cet argent, ou le plus possible de cet argent dans le groupe pour le faire travailler sous différents aspects, court terme, moyen terme, risqué, moins risqué. Ça peut se faire que si le dirigeant a confiance et que l'expérience est réussie. Donc on est condamné de toute façon à ce que ça fonctionne pour que le dirigeant joue le jeu d'aller voir un autre expert et vice-versa, de telle sorte que l'argent travaille le plus possible chez nous et qu'il ne s'échappe pas du groupe Atlantic. C'est vraiment la raison pour laquelle il y a autant d'experts et de métiers et de diversification. Toi, on va le préciser, tu as quand même une double casquette, hein. Tu es un pro de la finance, on le sait, mais tu es aussi un entrepreneur, hein. Tu as dirigé au moins 2 sociétés, de belles ETI.
Oui, moi j'ai fait 10 ans effectivement dans la finance et 10 ans en dirigeant deux entreprises, dont une qui a été cotée sur le marché de Shenzhen. Et effectivement, ça donne une proximité, une complicité avec les dirigeants qu'on rencontre, notamment dans les questions qu'on peut poser, dans l'approche qu'on peut avoir, et même dans le montage financier. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout obnubilé par un effet de levier particulier, par une rentabilité en particulier, mais on va s'intéresser au métier de telle sorte qu'on va adapter de manière sur mesure le montage et l'horizon de liquidité du dirigeant. Ce sont tous des gens qui ont des projets. Certains veulent rester 5 ans, d'autres 10 ans, d'autres 15 ans, d'autres sont obsédés par une succession familiale. On va effectivement gérer cette approche et ce cas par cas et ce côté sur mesure dans le cadre d'un pacte d'actionnaires et par l'intimité, la connaissance de la personne et du dirigeant qu'on va avoir. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui fait que dans l'équipe, on a essentiellement des dirigeants ou des anciens dirigeants ou des dirigeants qui ont vendu et qui veulent repartir éventuellement vers une nouvelle aventure, mais qui veulent aussi se donner du temps, du choix et qui ont une certaine curiosité intellectuelle. Pascal, le partenaire idéal, c'est quoi? C'est une PME, c'est une ETI, c'est combien de valo ou de chiffre d'affaires ou de nos collaborateurs? Est-ce qu'il y a une cible type ou pas du tout? Alors nous, on aime bien cibler les petites entreprises, c'est-à-dire qu'on ramasse bas avec un maximum de risques, donc le I du MBI en connaissant le manager, donc on travaille pour ça. Et après, c'est en devenir une PME, puis une ETI. Et ça, ce serait notre plus beau réussite, c'est quand on arrive à faire évoluer l'entreprise dans son secteur, à lui faire du build-up. On aime beaucoup les croissances externes. Et donc, on regarde des secteurs qui sont atomisés ou qui peuvent amener de la concentration. Et qu'ensuite, on permet un relais pour une aventure entrepreneuriale qui continue par un partenaire qui a des moyens plus importants et qui, effectivement, vise des tailles de société plus importantes. Nous, on va se concentrer sur des opérations primaires, c'est-à-dire c'est la première fois qu'il y a une opération sur le capital avec les dirigeants et que les dirigeants ouvrent leur capital ou cèdent leur entreprise. Julien, un commentaire notamment sur la sortie? Oui, alors la sortie, c'est évidemment un événement très important pour l'entrepreneur. Souvent, là, on arrive avec notre casquette de wealth manager, mais de gérant de la fortune. Mais la première question qu'on va poser, c'est que veut faire l'entrepreneur? On a tellement de réponses différentes à cette question que ça va du je vais devenir business angel et puis réinvestir dans tout un tas de sociétés, donc sourcez-moi des boîtes dans lesquelles je peux investir, à plus jamais je serai dirigeant, je vais faire le tour du monde avec ma femme et mes enfants. De cibler moi une femme. Voilà. Oui. Alors, ça on ne fait pas encore, non. Mais si ça t'intéresse, tu es le bienvenu. Non, mais il faut on peut ouvrir Atlantique mythique. Absolument. Oui. Non, au-delà de ça, voilà, notre métier là, c'est vraiment de s'asseoir, de comprendre ce qui veut être fait par l'entrepreneur avant de lui revenir avec des solutions. Une fois qu'on a réussi à faire ce diagnostic, et en imaginant qu'une des volontés soit d'avoir une gestion de ses actifs, donc là on va commencer à travailler avec lui, envisager des remplois pour fiscalement rendre le réinvestissement intéressant, travailler sur la structuration juridique pour que le tout soit aussi optimisé d'un point de vue fiscal, travailler sur un portefeuille d'actifs et envisager quelle est son appétence au risque, qui reste quand même le sujet le plus important, en particulier quand on regarde les marchés aujourd'hui. Donc on a tendance à être très formateur dans la façon dont les entrepreneurs devraient percevoir le risque qu'ils ont à investir dans les marchés financiers. Parce que souvent, c'est très décalé de leur métier. Oui, c'est un autre métier. Et pareil, Pascal a souligné l'approche avec une notion de temps long. On prend son temps. C'est la même chose pour gérer, pour dire, avant de décider, prenons le temps, digérons un peu ce qui s'est passé? Oui, alors là, complètement. Nous sommes des investisseurs. On n'est pas... Quand on travaille pour un entrepreneur ou tout type de client, d'ailleurs, notre métier est d'accompagner dans la durée nos investisseurs. Donc on a un temps long, voire très long. Un peu comme, je sais pas, en France, en Europe, on n'est pas très habitué à ça, mais aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les endowment funds, qui sont les fonds des grandes universités, Harvard et compagnie. Ils investissent régulièrement. Et eux, ils ont des investissements à 100 ans, 200 ans. Donc en fait, ils se soucient très peu du point d'entrée. Ce dont ils se soucient, c'est d'avoir la bonne stratégie, la bonne allocation d'actifs, d'avoir la bonne stratégie évidemment. Et ensuite, une fois qu'ils décident d'investir, ils investissent pour du long terme. Finalement, après, le point d'entrée, il peut être bon ou mauvais, mais sur du très long terme, ça se lisse. Donc on va avoir dans nos portefeuilles une répartition entre du liquide qui permet quand même de dégager de la liquidité en cas de besoin. Donc les actifs traditionnels, on va dire actions, obligations. Généralement, c'est un tiers du portefeuille. Puis on va avoir un deuxième tiers qui va être composé plutôt de private equity,
Donc ça peut être le fonds de Pascal ou les actifs qui sont gérés par Jean-Louis, avec de la diversification. On va parler d'agriculture, on va parler d'immobilier, des investissements qui sont beaucoup moins accessibles pour les investisseurs traditionnels. Et puis on va avoir un dernier tiers qui va être dans l'immobilier, là, plus précisément. Donc en direct, et puis là on va plutôt faire appel aux équipes de Fabien. Et tout ça va nous donner un portefeuille qui il va baisser cette année, puisque tout baisse cette année, mais bien plus robuste dans la durée, va beaucoup moins baisser qu'un portefeuille qui serait uniquement sur les actifs financiers cette année. Pascal, un entrepreneur et un fonds, ça a la même notion du temps long ou pas? Alors non, en vrai. Non, ça n'a pas la même notion. Après, on rencontre là aussi différentes typologies d'entrepreneurs et nous, on a voulu créer ces esprits Club Deal pour pouvoir justement les accompagner dans le temps. Certains veulent faire un coup, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6 ans. D'autres, encore une fois, veulent transmettre. Et donc, nous, on donne toujours un privilège, c'est-à-dire qu'on offre la possibilité aux managers, selon une formule prédéterminée, de pouvoir acheter en priorité sa société à un horizon de temps donné. Qu'on peut accompagner d'ailleurs, l'idée c'est de faire respirer le capital, on peut faire un LBO2, un LBO3 avec le même management s'il y a toujours de la croissance et si on pense qu'effectivement il y a encore un travail de concentration à mener, ou le cas échéant lui rendre sa liberté et l'aider à trouver un partenaire additionnel. Donc non, les horizons sont forcément un peu différents puisqu'il y a toujours une rapidité et sans doute même un excès de rapidité sur l'horizon de temps financier au regard de l'horizon de temps industriel. Maintenant, certains business sont aussi très rapides. Je pense au digital, je pense à l'environnement, évolue beaucoup. Les tailles de société évoluent très vite et donc les changements de partenaires s'imposent. C'est très compliqué aujourd'hui d'être dirigeant pendant 30-40 ans en ayant la même efficacité, la même énergie, tant les rythmes, tant les changements sont profonds. Donc on a quand même aujourd'hui, même s'il y a une dichotomie quand même entre la durée de l'investisseur et la durée de l'entrepreneur, il y a quand même moins de zones d'écart et plus de zones de rapprochement en fonction des typologies de business. Julien, pour la gestion du portefeuille, il y a cette vision également que vous avez au sein du groupe Atlantique international qui est importante. Oui, alors là aussi, on s'attache à avoir... c'est vrai que quel que soit le pays dans lequel vous allez, en général, il y a une dominance très nette du pays dans lequel vous habitez. Donc si vous allez en France, il y a 85% du portefeuille qui est français, voire plus. J'ai déjà vu du 100%. Ouais. Donc de par notre vue qui est très internationale, on a tendance à diversifier au maximum également les positions géographiques. Ce qui aide beaucoup, notamment dans ces périodes-là. Donc on diversifie d'un point de vue actif, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi d'un point de vue géographie. Et la dualité entre justement le type d'actifs, l'immobilier notamment, ça se gère facilement, ça se gère en fonction du contexte? Oui, alors ça se gère facilement à partir du moment où c'est clair pour l'investisseur. Ouais, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. En fait, les principales questions que l'on va avoir de la part de l'investisseur, c'est la question de la liquidité. Mais une fois que vous avez traité la question de la liquidité, vous avez fait un bon diagnostic au départ et que vous savez que l'investisseur n'aura pas besoin de ses actifs pour les X prochaines années, vous êtes en mesure de répondre à son besoin et puis d'investir notamment dans l'immobilier ou dans le private equity. On travaille sur un fonds éducation, par exemple, aujourd'hui, et on sait pertinemment que ça va dégager de la valeur. On en est convaincu, c'est très diversifiant, mais il faut être prêt à y rester entre 8 et 10 ans. Ce qui est long. Ce qui n'est pas long d'un point de vue investisseur. Quand on est entrepreneur, je pense que quand on lance une société, en tout cas c'est mon cas aujourd'hui pour Atlantique, je me vois à beaucoup plus long terme que 8 ans, ça fait déjà 5 ans que j'y suis, et je m'y vois pour les 20 prochaines années. Mais quand on est investisseur, c'est vrai que parfois, 8-10 ans, on a l'impression que c'est long. En réalité, c'est pas grand-chose. Donc on va lisser les points d'entrée. On préfère mixer le très court, le très liquide, et avoir des actifs très qualitatifs, mais pour lesquels il faut être conscient qu'une certaine durée d'investissement est nécessaire pour en dégager la substance. Jean-Louis, c'est quoi Atlanterra? Le nom est joli en tout cas. Ça veut dire quoi d'ailleurs? C'est gentil. Atlanterra, si vous voulez, c'est d'abord une société de conseil qui conseille des investisseurs, mais également des grandes exploitations agricoles sur la tenue de leur exploitation et surtout leur évolution par rapport à ce monde qui change un peu. Et je vous parlerai, on ne parlera pas du développement durable forcément, mais quand on prend les risques politiques, sociaux, économiques et environnementaux, ne serait-ce que les problématiques de climat ou de chute de la biodiversité, et vous êtes dans le monde de l'agriculture, vous êtes dans un monde qui est complètement bousculé, d'autant plus que les grandes industries de la cosméto, de l'agro, de la pharma,
Terra qui ont besoin de ces matières premières agricoles, elles ont besoin d'avoir une durabilité, une sécurité sur leur approvisionnement. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans, ce n'était pas le cas il y a 3 ans. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. On a l'impression que le Covid, c'était très très loin, mais c'est sûr que ça a été un premier choc pour l'industrie européenne, ou en tout cas pour l'ensemble des parties prenantes européennes. Donc Atlanterra, c'est une société de conseil qui touche à l'agricole. Puis à côté de ça, vous avez un fonds qui va s'appeler Atlantique Agriculture Durable et qui va être lancé à la fin du mois. Donc on est encore un peu sous le secret de l'AMF, la fin du mois d'octobre, qui sera un fonds d'investissement tourné vers des investisseurs qui souhaitent investir et diversifier leur portefeuille dans des terres agricoles, des exploitations agricoles, et on s'occupera de l'exploitation, de la transformation de ces matières premières et de leur distribution. Et quand on parle de matières premières agricoles, on est forcément sur de la spécialité. Donc je pourrais vous parler avec beaucoup de passion de l'olivier, je pourrais vous parler avec beaucoup de passion de la vanille, je pourrais vous parler avec beaucoup de passion des fruits à coque, etc., etc. Mais on voit bien que ce sont à chaque fois des niches, des grosses niches, mais des niches qui correspondent à des besoins particuliers et qui sont nécessaires pour la réalisation de certaines activités. Et si elles ne sont pas durables au jour d'aujourd'hui et traçables avec un data qui permet justement d'assurer cette traçabilité au niveau de l'entreprise acquéreuse, mais également au niveau de l'investisseur qui a besoin de cette sécurité, bah vous serez en dehors du marché aujourd'hui et vous serez en dehors de ce marché-là demain à plus forte raison, en fonction des évolutions législatives qu'on connaît tous sur le développement durable. Jean-Louis, l'agriculture européenne dans 10 ans, c'est quoi? Tu as 3 heures. Dans 10 ans. C'est une question que je ne m'attendais pas, donc je te remercie de me l'avoir posée. L'agriculture européenne, bah, c'est une agriculture qui actuellement est blackboulée sur 3 sujets. Le premier sujet, je vous ai très très rapidement parlé, puis je ne veux pas vous noyer sous des chiffres, mais celui qui me vient à la tête, c'est que dans les 5 ans, vous avez 30% des exploitants en Europe, alors un peu plus en France, un peu moins en Italie, un peu plus en Espagne, un peu moins au Portugal, un peu moins en Suisse, un peu plus en Angleterre, qui vont disparaître. Donc en fait, on a une vraie problématique, c'est la première, c'est peut-être une des plus urgentes à traiter, et ça touche d'ailleurs à l'attractivité de ces métiers, c'est comment on va avoir des exploitants agricoles demain, parce qu'on peut parler d'agriculture si on n'a pas d'exploitants, il y a juste un petit souci. La deuxième, c'est le choc actuellement, et c'est un véritable choc. On en a pris conscience tous, je pense, cet été en vacances, mais quand vous êtes dans le monde de l'agriculture, l'eau, c'est gratuit, vous ne posez pas de questions. Et puis l'eau, c'était quelque chose qui était abondant partout en Europe. Donc on ne se posait pas de questions. Et alors même si un certain nombre d'augures nous disaient depuis des années, des hydrologues, puis on ne les écoutait pas, qu'il allait se passer des choses, l'eau coulait au robinet et coulait dans l'irrigation. Plus le cas actuellement. Donc j'ai un ami italien dans la salle. Et en Italie, ils ont un peu plus souffert qu'en France. Mais je peux vous assurer qu'en France, dans certaines régions, c'est carrément des quantités de production qui ne sont pas au niveau des attendus. Ni en qualité, ni en quantité. Et quand on parle de matières premières qui sont nécessaires pour l'alimentation humaine ou du bétail, ça pose la problématique de la souveraineté, tout simplement de la souveraineté. Le troisième choc, c'est la chute de la biodiversité. Alors là, c'est pareil. On en parle beaucoup. C'est une sorte de serpent de mer. On est dedans. Là, je disais dernièrement une étude de l'INRA. Je m'imagine que dans la salle, il y a des gens qui connaissent les Charentes-Maritimes, la Charente ou le Niort. Vous avez une des principales, je vois qu'il sourit, vous avez une des principales plaines céréalières. C'est le 3e bassin céréalier de France qui est là-bas. L'INRA vient de sortir une étude comme quoi 22% des terres de ce bassin, on n'y fera plus pousser grand-chose si on n'a pas quelques poutres de perlimpinpin. Mais ces poutres de perlimpinpin, c'est qu'on décide de les utiliser ou pas. Je ne vais pas vous parler du bio ou pas du bio, ce n'est pas l'objet. C'est qu'elles ne sont pas fabriquées en Europe. Que ce soit ces engrais azotés dont on a besoin, ou que ce soit un certain nombre d'intrants qui sont nécessaires pour avoir les rendements, qu'on soit en maïs, en tournesol ou ce qu'on veut. Puis vous avez un troisième choc qu'on n'imaginait pas non plus, c'est notre environnement économique et politique. Vous êtes dans une situation où, malheureusement, qu'on le veuille pas, vous avez des impacts sur les productions agricoles qui viennent d'un conflit qui est à nos portes, mais également d'autres sujets qui sont le repositionnement d'un certain nombre de techniques agricoles dans des pays où il n'y a pas forcément les problématiques de surface. Le Brésil, par exemple, c'est 1 million d'hectares en céréales l'année prochaine sur des blés OGM. Donc la question, quand on entend ça, c'est de savoir comment nous, on peut avoir du blé compétitif en Europe. Ou alors, de quoi on se dote pour pouvoir acquérir le blé là-bas. C'est une question, c'est un choix de société, en fait. Donc il y a beaucoup de choses comme ça dont on pourrait parler. Donc l'agriculture en Europe demain, si j'avais un rêve à faire, il faut qu'elle soit toujours compétitive, qu'elle soit encore plus compétitive, et c'est une chance. Parce qu'on a à la fois les bassins, on a à la fois les compétences, on a à la fois les technologies nouvelles pour faire face à nos enjeux de demain. Enfin, tant qu'il reste du cognac dans les Charentes, non? On aura toujours du cognac dans les Charentes, ça c'est pas un souci. Il y aura toujours du champagne en Champagne, c'est des appellations contrôlées, donc ça c'est une chance. Et c'est pas les bassins, c'est pas ce type d'agriculture qui est le plus en danger. Puis on parle beaucoup des dangers dans le Bordelais,
Ce n'est pas ce type d'agriculture qui est le plus en danger. Fabien, enfin un vrai sujet d'immobilier. Il était temps. Ouais. Alors ton périmètre au sein du groupe, Julien nous en a parlé. Alors oui, tout à fait. Donc moi, je m'occupe vraiment de l'immobilier et tout ce qui a trait à l'immobilier. J'ai un background beaucoup plus finalement institutionnel et dans ce cadre-là, en fait, je travaille pour le compte de gros institutionnels ou de gros fonds de private equity qui rachètent souvent auprès d'entrepreneurs qui ont été assez successful sur des grosses externalisations. Ça peut être des grands retailers, des grandes enseignes de la grande distribution, des grands transporteurs français, etc. Et donc, c'est des opérations à plusieurs centaines de millions. Et dans ce cadre-là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui étaient très, très forts dans ce qu'ils faisaient, dans la gestion opérationnelle, et qui, en fait, généraient pour nous et pour ces fonds de private equity des inefficiences, finalement, parce que l'immobilier, c'était quelque chose qu'ils pensaient connaître parce qu'ils avaient acheté leur appartement et qu'ils savaient comment ça marchait. Et en fait, pour maximiser la valeur, il faut qu'ils comprennent ces mécanismes institutionnels. Et donc, c'était tout l'objet de rejoindre Atlantic pour moi et pour un associé UL. L'idée, c'est que on a ces best practices qu'on a acquis auprès des institutionnels, et on continue à le faire aujourd'hui énormément. Mais en parallèle, on se dit que c'est un vrai sens de travailler aussi pour ces entrepreneurs et de leur mettre le pied à l'étrier sur l'immobilier. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour certains d'entre eux. Perspective, on a vu l'agriculture avec des propos très positifs de Jean-Louis. L'immobilier, comment ça se comporte? Qu'est-ce qu'on peut imaginer à 2 ans, par exemple? L'immobilier aujourd'hui, ça dépend des classes d'actifs. De manière générale, il est baissier, mais ça dépend des classes d'actifs. Le résidentiel reste assez stable pour le moment. Il y a beaucoup moins de volume, mais ça reste assez stable pour le moment. La logistique, à part sur les sujets les plus prime, donc les plus qualitatifs, où il y a des petites corrections, ça reste encore très porteur, et on voit des très fortes croissances de loyers encore aujourd'hui. Il n'y a vraiment aucune offre, donc il y a vraiment beaucoup de croissance encore à attendre. Le bureau, il y a beaucoup de secousses en ce moment, et c'est quelque chose qu'on regarde nous avec attention parce qu'on se dit qu'il y a peut-être une inefficience de marché là-dessus aussi, et c'est peut-être un bon moment, un bon point d'entrée. Le retail, c'est très vaste, surtout sur le commerce. Les centres commerciaux souffrent énormément depuis quelques années, et là, ça empire. Le commerce pied d'immeuble commence à souffrir un peu. Les retail parks, c'est pas simple, il y a peu de liquidité également. Donc, le commerce, de manière générale, a assez peu de liquidité, à part quelques actifs et quelques typologies. Donc tu restes positif quand même, parce que là tu fais un peu la... Moi, je suis très positif sur certaines classes d'actifs, moins sur d'autres. Ce qui change, en fait, les fondamentaux sont quand même assez bons partout, sauf sur certaines classes d'actifs en retail et sur certains types de bureaux. Commerce, logistique, résidentiel, les fondamentaux sont bons. La seule inconnue, entre guillemets, c'est cette hausse des taux d'intérêt qu'on subit actuellement et qui génère des secousses aujourd'hui qui sont moins de transactions plutôt que des baisses de prix. Et donc ton raisonnement, il est national ou européen? Alors, national particulièrement, parce que l'immobilier c'est très local. On a fait une assez grosse opération dernièrement, en mai dernier, en Suisse. On a racheté un immeuble de bureau de 25 000 m² à Genève. Combien le prix du mètre carré en Suisse, là, juste pour, en bureau? Oui. Alors, il y a de tout, mais grosso modo, c'est une dizaine de milliers de francs. Oui, en participation, pour l'instant, on peut le dire, il y a combien de participations? Il y a 10 participations et on travaille en France, mais en Europe. On travaille notamment en Italie, on fait des opérations en Italie et en Allemagne. L'idée, évidemment, c'est de travailler sur toute la zone euro, pas encore les États-Unis, mais toute la zone euro principalement. Jean-Louis? Sur l'éducation, on va parler de l'Europe Schengen un tout petit peu étendue, donc pour les investissements, puisque ça va être aussi la Grande-Bretagne et la Suisse. Et pour les investissements agricoles,
que dans le foncier ou les exploitations, dans première intention, la France, l'Espagne, le Portugal. Pourquoi? Parce que ça correspond à notre cible de production. Mais dans un deuxième temps, la Suisse et les autres pays. Et toi, Fabien, on a compris, hein, la Suisse. France et Suisse, on est en train de... Alors, on a déjà un deal en Suisse et on est en train de monter une équipe solide là-bas. L'immobilier, c'est très local, donc on le fera step by step. On a une vision pan-européenne, on va dire, mais qui reste une vision macro. Notre but, c'est vraiment de comprendre l'immobilier localement. Et pour ça, on a besoin de relais locaux également. Donc il faut être dans le marché, il faut être diversifié. Ces derniers temps, on a beaucoup travaillé sur les marchés obligataires, effectivement, avec des taux de rendement qui sont très élevés, sur des noms qu'on perçoit comme étant moins risqués, pas trop risqués. Donc on est plutôt sur la partie obligataire. Sur la partie action, on est encore investi dans nos portefeuilles, mais on est plutôt sur la borne basse de ce que nous autorisent nos mandats. Un commentaire peut-être, Pascal, sur la vision également? On essaie d'investir sur des secteurs qui seront porteurs demain. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de se poser la question de ce qui va passer les crises à la fois sanitaires et économiques. Et c'est pour ça qu'on a développé des thématiques qui nous paraissent être porteurs. Je pense à la mobilité, je pense à l'environnement, je pense au bien-être, je pense au digital. Voilà des secteurs où il y a à la fois de l'innovation, où il y a de la création de valeur, où il y a des marges importantes. Et c'est beaucoup là-dessus que finalement on arrive à créer des rentabilités extrêmement intéressantes, encore une fois en misant sur des acteurs qui ont un savoir-faire particulier. Et comme nous, on est né de la crise, puisqu'on a levé cette activité en 2020, on est habitué effectivement à regarder tout ce qui ne va pas être trop énergivore, tout ce qui va passer les crises sanitaires et économiques. Donc on est extrêmement vigilant sur ces secousses-là qui ne manqueront pas d'arriver, et on voit qu'il y a des activités qui s'en sortent mieux que d'autres. Et à l'intérieur de ces thématiques, des entreprises qui ont un savoir-faire particulier, qui peuvent concentrer, et c'est comme ça qu'on crée de la valeur et qu'on est racheté derrière. Et le luxe, Pascal? Le luxe aussi, oui, c'est une valeur qu'on... Alors on n'a pas encore beaucoup investi dans le luxe, mais on regarde pas mal de choses. C'est un secteur où il y a un petit peu moins de place, parce qu'on connaît les acheteurs assez rapidement. Oui. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Mais on regarde effectivement des créations dans le luxe qui peut prendre effectivement des visages extrêmement différents. Mais c'est un secteur qu'on aime beaucoup également. Oui. On les considère beaucoup plus comme des partenaires sur des activités de financement, évidemment. On va intermédier en fait les besoins de nos clients auprès de ces banques d'affaires. Donc on travaille avec beaucoup d'entre elles, tout comme le sont les banques privées d'ailleurs sur la partie gestion privée. On les considère comme des partenaires. Après, de ton côté, Pascal, je pense aussi que c'est plus des partenaires qui investissent à nos côtés que... Complètement, oui. Que ce soit les banques qui sont systématiquement associées aux reprises d'entreprises, que ce soit à travers les financements de l'immobilier qu'on va aussi retrouver, et puis même des fonds avec lesquels on va pouvoir travailler et composer, ou même des obligataires avec lesquels on va travailler. Donc l'environnement est assez large et effectivement ce sont des partenaires, pas des concurrents mais des partenaires. On rencontre, nous, assez peu de concurrents. Jean-Louis, pareil, les banques, tu les aimes? Évidemment que les banques, comme tous les investisseurs en fait, institutionnels, familiaux ou autres, sont des partenaires, en aucun cas des concurrents. Alors sur certaines opérations, si on prend le fonds agricole, on n'a pas de concurrence sur ce modèle-là, en tout cas en Europe aujourd'hui. Donc on est assez serein. Après, si on est sur le modèle de l'éducation, c'est toujours pareil. Quand on prend la manière dont on crée le fonds, la manière dont on le pilote, la même manière dont on sélectionne les investissements, la manière dont les équipes sont conseillées par les différents spécialistes qui sont, comme le disait Pascal tout à l'heure, principalement des gens qui sont issus de ce secteur et qui ont été entrepreneurs. Ce qui est notre mantra et notre manière de fonctionner. Moi, j'aurais tendance à dire que naturellement, les banques d'affaires, comme tous les autres investisseurs, sont des partenaires. Et Pascal, entre fonds, c'est aussi fair play, ce sont des gentlemen, parce que quand il y a une belle boîte, tout le monde veut y aller, non? Alors quand il y a une belle boîte, tout le monde veut y aller. Quand il y a du risque, il y a beaucoup moins de monde qui veut y aller. Et quand il faut conseiller un manager et valider l'adéquation au projet, c'est-à-dire dépenser du temps et de l'investissement sur l'humain, il y a encore moins de monde. Donc nous, on rencontre assez peu de gens parce que les
les fonds montent en taille et donc veulent déployer des tickets plus importants. Donc quand on est sur des tailles plus petites, on rencontre moins de monde. Quand on augmente le risque avec le manager qui vient de l'extérieur, il y a encore moins de monde. Et c'est une fois qu'on a montré qu'on a créé de la valeur, qu'on a dérisqué le manager, qu'on a concentré un secteur, donc qu'on a monté de la croissance, que là, ce qu'on a acheté 4 ou 5 fois, on peut le revendre 8, 10, 12 fois. Et c'est le travail fourni qui est récompensé. La réalité, c'est que si j'avais la réponse, croyez-moi, je prendrais des positions très très fortes. Non, les raisonnements qu'on peut faire et les raisonnements en tout cas qu'ont les institutionnels aujourd'hui et qui se font dans le marché aujourd'hui, c'est les fondamentaux sur le résidentiel sont toujours là, les besoins de logement sont toujours là, à part le stress sur le financement, il n'y a pas de raison que ça baisse. Dit autrement, moi, dans ce que j'imagine, et l'avenir dira si j'ai raison ou tort, les volumes vont très certainement baisser. Il y a beaucoup de prêts qui vont tomber, de capacités de financement qui vont pas être au rendez-vous. Les banques coupent pas mal, mais dans les faits, les gens continueront à se faire mal pour acheter parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Et d'ailleurs, on le voit bien en Suisse, typiquement. T'es très suisse, toi, en ce moment. Les gens se font très mal. Ouais. Ah bah oui, c'est l'origine du groupe, c'est pour ça que je suis obligé. Donc, je ne vois pas vraiment de baisse. Et d'ailleurs, on le voit bien, à Paris, il y a eu moins de volume, mais les baisses, bon, 1%, c'est rien du tout, quoi. On a plusieurs volets, nous, sur le digital. On y croit beaucoup dans notre vie de tous les jours, dans notre métier. Puisqu'on a développé des outils internes pour faciliter la vie de nos investisseurs, pour faciliter notre vie aussi dans notre travail de tous les jours. On utilise DocuSign, par exemple, entre autres. Donc oui, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Quand on veut être à la pointe de la technologie, on est obligé d'utiliser du digital. Il faut à la fois de la relation froide, donc ce que j'appelle le froid, c'est le digital, c'est l'automatisme, ce qui permet de gagner en efficacité, et puis garder une relation chaude entre des êtres humains qui vont apporter de la qualité. C'est l'assemblage des deux qui finalement permet d'être très percutant, aussi bien dans l'investissement que dans l'éducation, que dans les autres thèmes qu'on peut rencontrer au travers de nos investissements. Pascal, les enjeux digital dans tes métiers? Oui, évidemment, on les retrouve dans toutes les catégories d'activités ou de thématiques qu'on développe, avec les limites qui ont été évoquées ici, hein, de manque d'humanité ou de manque de créativité parfois. Néanmoins, c'est quand même un outil assez formidable pour la conquête à l'international, pour le développement des ventes dans le commerce à l'international. Donc on l'adapte effectivement, je crois que ce qu'a dit Olivier est juste, c'est un outil qu'on utilise plus ou moins selon les typologies d'activité et selon les velléités de dévelolement. Jean-Louis ? Digital, il faut bien les faire pousser les tomates. Une question tout à l'heure sur l'agriculture en Europe à l'horizon quelques années. C'est sûr que c'est un gros enjeu, en fait. Parce que quand on parle de traçabilité, moi je veux bien, j'aime pas l'expression, c'est la fourche à l'assiette, j'aime pas tout ce genre de choses. Moi j'ai un petit côté paysan depuis quelques années quand même, donc moi ce que je vois c'est que quand on parle de développement soutenable, de développement durable, quand on a une taxonomie européenne, quand on a un genre de choses, si on veut y arriver et rester concurrentiel par rapport à d'autres pays ou d'autres régions de ce monde, le digital il est central. Sinon, vous n'avez pas de traçabilité, mais vous n'avez pas plus de traçabilité sur les intrants, l'eau ou l'utilisation du temps homme des équipes qui vont travailler dans les cultures. Hein.